On va regarder, pour vous accueillir, un chiffre qui va sans doute vous faire réagir. Alors, un chiffre qui nous dit quoi? Qui nous dit que 1 milliard de dollars ont été versés. Ce sont des dons aux universités américaines et britanniques. On parle des États-Unis et du Royaume-Uni. Climate Action Against Disinformation, c'est la source. L'industrie des énergies fossiles qui a donné 1 milliard. Alors, 1 milliard, si on divise par le nombre d'années, depuis 2010, ça fait 16 ans, on serait tenté de se dire que finalement, c'est pas grand-chose, même si on sait que les établissements universitaires de par le monde, avec la crise, ont besoin d'argent, mais il y a la symbolique. Michael Eman, j'aimerais vous faire réagir. Les premiers désinformateurs climatiques ont été et restent encore aujourd'hui les industries des énergies fossiles. Yes, no question. Oui, sans l'ombre d'un doute. On a vu l'industrie des énergies fossiles qui avait une approche double pour bloquer l'action des gens qui luttent contre le réchauffement climatique. Comme on vient de l'entendre, il y a un effort pour promouvoir la désinformation climatique. Et ils travaillent aussi pour se rapprocher de la communauté scientifique. Ils ont infiltré les institutions universitaires. Il y a quelques semaines, il y avait un article qui était vraiment une grenade dégoupillée qui est arrivé dans les médias américains qui a décrit comment l'université de Princeton a reçu des millions de dollars de BP pour tenter que leurs scientifiques promeuvent la capture du carbone comme solution à la crise, plutôt que la décarbonation, plutôt que d'aller vers des énergies renouvelables. L'idée qu'il y aurait une technologie très simple qui pourrait nous aider à brûler l'énergie fossile et capturer le carbone, ce n'était pas viable, mais ces scientifiques se sont permis d'être cooptés, de promouvoir ce cadre et de représenter d'avoir l'imprimature d'une de nos institutions académiques les plus prestigieuses, Princeton, en faisant cela. Et Princeton, et en France, par exemple, c'est l'Université de Montpellier et Total Energy qui ont signé le jeudi 11 juin, il n'y a pas si longtemps, le mois dernier, une convention de partenariat qui vise à renforcer les liens entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise au bénéfice officiellement des étudiantes et des étudiants du Master mention énergie de la Faculté des Sciences. Une petite réaction à ça. Vous connaissiez cette information ? Oui, je la connaissais. Ça fait beaucoup réagir. Le fait que ce soit notamment des professionnels d'une entreprise principalement liée aux énergies fossiles qui assurent les enseignements. Et plus largement, les travaux scientifiques montrent que les multinationales fossiles, elles jouent sur trois volets. En anglais, on dit deny, deceive, delay. Nier. Tous les industriels fossiles avaient des compétences en interne qui leur permettaient de comprendre les risques climatiques, mais ont tenu des postures de déni. Ensuite, c'est faire des promesses non tenues, par exemple de diversification d'activités vers les énergies renouvelables, par exemple. Et ça, c'est la déception, en fait. Et puis le troisième volet, c'est delay. Le but, en fait, c'est de retarder une structuration efficace de sortie des énergies fossiles par les pouvoirs publics. Et il y a eu une action coup de poing le 24 juin d'un syndicat enseignant, le SCUM, un syndicat de combat universitaire de Montpellier, lors d'une conférence scientifique au cri, je cite, de Total, Total, Total. Hors de nos facs, Emmanuel Vincent, au-delà des industries des énergies fossiles, qui sont les désinformateurs climatiques, vous qui étudiez ce phénomène au quotidien? Alors en effet, les énergies fossiles, ces industries-là sont à l'origine de beaucoup du problème. Il y a d'autres industries, comme par exemple l'agroalimentaire. Donc le lobby de la viande va aussi émettre des informations trompeuses via les médias, par exemple pour minimiser l'impact du méthane ou pour dire que les cheptels de bovins, finalement, sont neutres d'un point de vue climatique, ce qui n'est pas le cas, puisque souvent on doit couper des forêts pour les nourrir, et ça a un impact sur le climat. Donc ça, c'est les industries plus largement que le pétrole. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les think tanks, donc des relais qui vont créer des arguments les plus convaincants possibles et placer leurs pseudo-experts dans les médias. Ce sont des centres de réflexion, des laboratoires d'idées, comme on pourrait les appeler en français. C'est ça, des laboratoires d'idées. Aux États-Unis, il y a par exemple le Heartland Institute, et en 2025, on a pu quantifier 11 000 apparitions médiatiques, tous médias confondus, de ces pseudo-experts. On a des choses similaires en France et dans d'autres pays. Ensuite, on a des acteurs étatiques. Donc, par exemple, la Russie, qui essayent de défendre leurs intérêts, qui est de vendre du gaz à l'Europe et du pétrole, et qui donc, cela a été aussi montré par une enquête de l'OTAN qui a attribué à la Russie
des tentatives d'ingérence pour faire annuler, pour retarder des installations d'éoliennes. Donc voilà, ils essayent de nous rendre plus dépendants à leur source d'énergie. Un quatrième acteur, ce sont les partis politiques eux-mêmes. Il y a certains partis politiques qui vont réutiliser ces arguments climato-sceptiques et, par populisme, essayer de dire au public « vous n'avez rien à faire, il n'y a pas de problème ». Voilà, ce qui est plus facile pour gagner des élections, de dire on ne va rien faire, ça ne va rien coûter. Avec des termes, par exemple, écologie punitive, on entend. Voilà. Et ça, les études montrent que c'est principalement l'extrême droite, que ce soit aux États-Unis, en Argentine, en France, en Espagne, en Allemagne, enfin voilà, dans tous les pays, ce sont ces acteurs-là, d'extrême droite, qui ont tendance à reprendre ces arguments. Et le dernier que je voulais mentionner, c'est tout ce qu'on va appeler l'économie de l'attention. Donc par exemple, sur les plateformes en ligne, ce que l'on a montré dans une étude Science Feedback, c'est que les contenus de faible crédibilité sont promus. Et donc, il va y avoir des influenceurs qui vont choisir de faire du débat, de la controverse, et donc choisir ce côté un peu contradictoire. Et la machine des algorithmes, ensuite, s'emballe, voilà. On imagine. Et ça leur garantit une audience. Alors, vous avez aussi mené une étude, j'aimerais qu'on reste avec vous, avant d'entendre David Chaval-Arias, avec l'ONG Quota Climat, Science Feedback et Data for Good. Vous avez publié un rapport sur la désinformation climatique dans l'audiovisuel, télévision, radio, France, Espagne, Brésil, Pologne. Quel bilan retenir, avec quelques chiffres, si vous en avez ? Oui, alors c'est plusieurs études, effectivement. Une étude en France sur toute l'année 2025, où l'on a pu observer, documenter tout ce qui se dit sur le climat dans les 18 chaînes les plus vues et écoutées en France. Et on a pu répertorier 665 cas de fausses informations en France uniquement. Ensuite, dans d'autres pays, comme l'Allemagne, l'Espagne, on commence aussi à travailler en Belgique, on observe moins de cas. Et donc, le premier enseignement, c'est qu'en France, les médias sont particulièrement exposés et perméables aux fausses informations sur le climat. Principalement, c'est un phénomène qui touche les médias privés. 85% des cas que l'on observe sont dans les médias privés, ce qui pointe un problème de capture des médias par des milliardaires, souvent. 85% de cas dans les médias privés. C'est ça, oui. Et donc, ces médias vont devenir plutôt des organes d'influence et non pas des médias pour informer le public. Et ce qu'on remarque aussi quand on s'intéresse à ce fléau, c'est qu'il y a des pics de désinformation climatique. 4 moments identifiés, les discussions autour de politiques publiques environnementales, ça peut être un projet de loi, une proposition de loi dans un pays, les grands rendez-vous internationaux et européens, on en parlera tout à l'heure avec les COP, les événements climatiques extrêmes, on y reviendra aussi avec les canicules, et puis les déclarations politiques de personnalités influentes. David Chaval-Arias, au sein du réseau Climatoscope, vous avez analysé plus de 400 millions de publications sur X, sur les tactiques des climato-sceptiques. C'est un travail titanesque. Quel est le narratif, quel est l'argument, quels sont-ils ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme on l'a mentionné, il y a tout un millefeuille d'acteurs qui vont en fait converger, dont les intérêts vont converger et qui vont s'appuyer sur les réseaux sociaux pour faire avancer leur agenda. Et donc, on a vu les arguments se décaler dans le temps, enfin évoluer dans le temps. Donc évidemment, au départ, on disait qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique, donc ça c'est de plus en plus intenable. Mais après, à partir de ça, les arguments se sont sophistiqués et diversifiés. Donc il y a l'idée qu'il y aurait le réchauffement climatique, mais ce n'est pas l'homme, c'est les variations géologiques, c'est les variations naturelles du climat. Il y a aussi des arguments qui disent que ça peut peut-être être l'homme, mais c'est bon pour la planète. Il y a même des arguments absurdes en disant que c'est bon pour les plantes. Et il y a aussi des arguments qu'on pourrait dire technosolutionnistes, qui disent que finalement, en fait, il y a réchauffement climatique, c'est l'homme, mais enfin, on va s'en sortir parce qu'on a des technologies. Donc, si on résume, le climat a toujours changé naturellement. Il y en a d'autres. Le GIEC est partial et idéologique. On imagine que ça ne vous fait pas plaisir. Valérie Masson-Delmotte, vous l'avez déjà entendu. Minimiser les conséquences. Les espèces, les oiseaux, les animaux, les poissons s'adapteront comme elles l'ont toujours fait. Il y en a plusieurs que l'on entend. C'est la faute des individus, pas des entreprises. On vient d'en parler. Bien sûr, l'objectif général, en fait, c'est de créer la confusion pour semer le doute et qu'on ne sache plus vraiment, en fait, à quoi se relier. Et il y a une stratégie globale qui est vraiment de détacher les citoyens de leurs sources d'autorité classiques, c'est-à-dire politique, mais aussi scientifique et médiatique, de manière à pouvoir semer la division. Mais ce qui est important, c'est que l'objectif dans le dénialisme climatique, il y a les intérêts des énergies fossiles, évidemment, mais au final, le sujet du climat n'est pas, pour une partie en fait, de ces acteurs, n'est pas le problème.
On a vu, par exemple, dans cette analyse climatoscope, parce qu'on a aussi des terrains d'observation qui s'intéressent, par exemple, à ce qui s'est passé pendant la pandémie, donc la désinformation qui a eu lieu pendant la pandémie de Covid-19. Et on a vu, par exemple, des acteurs qui avaient fabriqué une audience durant la pandémie sur le thème anti-système, des informations, et qui se sont juste reconvertis sur le thème changement climatique. Et donc vous avez tout un... Vous dites qu'il y a eu des comités de contestation numérique anti-vaccins qui se sont reconvertis dans le climat une fois la pandémie terminée. C'est ça, mais anti-vaccins au sens, c'était vraiment les leaders. C'est-à-dire c'est des gens qui ont fait de la pandémie un outil pour conquérir de l'audience et pour aller vers leur propre agenda, qui peut être de division ou, comme l'a mentionné tout à l'heure Emmanuel Vincent, le fait de faire de l'argent, tout simplement, puisqu'on est sur des médias qui font de l'argent. Donc le thème du réchauffement climatique, souvent, en fait, est assez secondaire dans leurs interventions et dans leurs intentions de diviser les populations. Il y aura tout le débat en ce moment sur la climatisation, notamment en période de canicule. La technologie nous sauvera. J'aimerais vous faire réagir, Hindou Oumarou Ibrahim, sur cette question. Quels sont les effets de cette désinformation sur les opinions publiques? Parce que quand on entend dire, au fond, que la technologie nous sauvera, parce qu'aujourd'hui, on sait tout faire, y compris avec l'intelligence artificielle, ça peut mener à l'inaction, ça peut décourager, y compris d'ailleurs celles et ceux qui ne sont pas du tout climato-sceptiques et qui disent, de toute façon, c'est inéluctable, trouvons des solutions techniques, sophistiquées, révolutionnaires pour pouvoir faire face et vivre dans un autre monde. L'exemple est simple, ça me fait rire quand on dit la technologie nous sauvera. On a vu juste la semaine des canicules qui s'est passée en Europe. Il y a combien de trains qui sont arrêtés parce qu'ils ne sont pas adaptés? Il y a combien de gens qui ne peuvent pas dormir parce qu'ils n'ont pas de bâtiments qui sont adaptés? Ce n'est pas cette technologie-là qui va nous sauver maintenant. Donc aussi, elle nous sauve, elle devrait nous sauver depuis longtemps. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de voir quel genre de technologie, mais on va l'ajouter peut-être avec les savoirs autochtones qui, pendant des millénaires, nous a sauvés. Et ces savoirs autochtones est simple. Il a dit on protège la nature et la nature nous protégera. Donc, on protège la forêt, on respecte les océans, on respecte l'eau, on respecte les insectes et ceux-là vont contribuer à faire le climat dont nous avons besoin pour survivre. Mais l'extraction pour faire encore ces technologies dont on ne peut même pas s'adapter et surtout cette technologie qui est faite que pour les élites. Imaginez, vous avez parlé de climatisation. Les climatisations sont pour ceux qui sont des élites qui ont l'accès à l'électricité. Et ceux qui n'ont même pas l'accès à l'électricité, ils vont faire comment s'ils n'ont pas la climatisation? On voit le côté égoïste et individualiste qui prime effectivement sur les politiques et sur l'intérêt public. Alors je voudrais qu'on s'arrête sur la désinformation justement climatique en période de crise. La canicule, évidemment, en Europe tout récemment, au mois de juin, tous les records ont été battus, pulvérisés. Danemark, 37 degrés. En Allemagne, 41,7 degrés, 40,5 en Pologne, 44,3 degrés relevés en France. Valérie Masson-Delmotte, on va voir les infox qui circulent autour de ce phénomène climatique extrême, et il y en a beaucoup. Mais d'abord, difficile de ne pas vous poser la question à vous, scientifiques, l'heure est-elle grave? Est-on à un point de bascule? En fait, on est à un moment où l'aggravation des caractéristiques liées à l'accumulation de chaleur dans le climat devient dangereuse. Dangereuse par les plages de température qui sont dangereuses pour un ensemble de personnes, plus ou moins vulnérables, pour les activités physiques en extérieur, les cultures par exemple. Dangereuse parce que, par exemple, ces canicules actuelles en France sont aussi associées à un assèchement très grave des sols. Et donc, très vite, on va avoir des contraintes par rapport au manque d'eau pour la végétation, la production agricole, pour le refroidissement des infrastructures, pour l'eau, l'approvisionnement dans les villes. Et ce ne sont que quelques exemples. Par exemple, l'intensification des pluies extrêmes, qui est aussi une conséquence du réchauffement, eh bien, elle va dépasser les seuils de tolérance des aménagements, des infrastructures. Tout ce qu'on a mis en place, nos cultures, nos forêts gérées, nos aménagements urbains, nos infrastructures ont été pensées pour un climat qui n'existe plus. Et donc, on rentre dans une plage où les impacts s'aggravent parce qu'on dépasse les seuils des capacités d'adaptation d'aujourd'hui. Et l'adaptation va être extrêmement difficile, coûteuse, voire injuste. Et malgré votre constat implacable, en France notamment, les climato-sceptiques accusent
les prévisionnistes de nous faire peur, d'orienter les couleurs des cartes météo pour dramatiser ces épisodes de chaleur intense. Les cartes météo rouges déclenchent la colère sur les réseaux sociaux. On va en voir quelques exemples. Certains d'ailleurs s'en amusent. Regardez plutôt ce post sur X. On va comparer la canicule de 1976 à celle de 2026. Une semaine formidable nous attend. On va tous mourir en 2025. Une pointe d'humour. Mais évidemment, on est en pleine désinformation. Et puis, sur les réseaux sociaux, il y a aussi, vous le savez, les vidéos. Et là, ça concerne toujours les couleurs. On n'est pas sur X, mais on est sur YouTube. Regardez bien, écoutez, la vidéo s'intitule « Pourquoi ils veulent nous terroriser ». Aujourd'hui, on veut délibérément vous faire croire que cette même chaleur est une anomalie terrifiante qu'il faut redouter au plus haut point. Il y a un glissement sémantique et visuel évident que nous devons analyser avec rigueur. Bien sûr, pour justifier cette colorimétrie très agressive, on vous sortira toujours l'argument technologique. On vous dira que Météo France dispose désormais d'algorithmes ultra sophistiqués, de modèles de prévision hyper précis et de supercalculateurs surpuissants. C'est un fait indéniable, la science a merveilleusement progressé. Mais ne vous y trompez surtout pas, cette grande précision scientifique n'a absolument rien à voir avec le choix des couleurs choc utilisées par la télévision. Alors franchement, disons la vérité, Emmanuel Vincent, ça peut faire mouche à force de voir sur les réseaux des cartes en disant « bah oui, il y a 20 ans, la même température, elle était orange, voire bleue. En hiver, vous ne mettez pas des couleurs aussi bleues pour nous faire peur. » Alors, est-ce qu'en termes de mode opératoire, en méthode de désinformation, on est en plein classique avec cette histoire de couleurs? Oui. Alors c'est effectivement une infox que l'on a vérifiée chez Science Feedback. Et bon, la première chose que l'on veut toujours faire, c'est rappeler les faits. Les faits, c'est que le réchauffement, il est réel. Les données montrent effectivement que la canicule de juin en France et dans le reste de l'Europe, c'est plus 10 degrés par rapport au normal de saison pendant 4 jours en moyenne sur toute la France. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc effectivement, ça justifie des couleurs différentes. Oui, ça c'est vrai qu'il faut le préciser. Météo France, par exemple, a réagi évidemment. Météo France définit les couleurs en fonction des températures moyennes du mois, les normales de saison. C'est comme ça que les présentatrices et présentateurs météo les appellent. Et la couleur sera rouge, de plus en plus rouge, si la température est anormalement haute par rapport à la moyenne de la saison. Voilà, donc on peut tout à fait expliquer pourquoi, de fait, on a des cartes qui sont plus rouges, parce qu'on s'éloigne encore plus des valeurs de saison. Maintenant, ce qui est important aussi de noter ici, c'est que c'est une technique de distraction. À chaque fois qu'on a un événement extrême, on a ces techniques de distraction pour monopoliser l'attention. Et donc, les désinformateurs vont dire « regardez les couleurs » au lieu de regarder les données. Quand on a des pluies extrêmes, ils vont dire « c'est peut-être dû à quelque chose qui s'est passé dans l'espace » au lieu de regarder réellement ce que le changement climatique peut causer sur notre climat. Donc voilà, c'est une technique qui est vraiment d'occuper l'espace médiatique le plus vite possible. Michael Nyman, elles sont de quelle couleur les cartes météo aux États-Unis? Vous vivez à Philadelphie, hein? Yes, we're actually going to see en fait, on va avoir une vague de chaleur à Philadelphie dans les jours qui viennent, c'est là où j'habite, qui ressemble à ce qu'on a vu à Paris, avec des records de température, quelque chose qu'on n'a jamais vu précédemment. Et bien sûr, ce que l'on voit, c'est un effort de distraire le public, parce que ce sont des moments importants, ce sont des occasions pour expliquer au public que ce que l'on voit, ce sont des conséquences climatiques dramatiques. Et ce sont à des moments tels que celui-ci que ces mauvais acteurs viennent sur le devant de la scène et qui arrivent avec une corbeille de fausseté. Ce sont des négateurs du changement climatique qui font tout ce qu'ils peuvent pour éviter un débat sur ce changement climatique. Ce sont les mêmes qui vont dire que la science du climat est incertaine. Et bien sûr que c'est incertain. Et voilà un exemple de l'incertitude. Nos modèles climatiques sont en fait incapables d'expliquer certains des événements extrêmes que l'on voit. Et dans une certaine mesure, ces événements excèdent ce que nos modèles climatiques ont prédit. Et c'est certainement pas amical. Donc l'incertitude, c'est une raison pour prendre des actions encore plus fortes. Et la question des couleurs météo, ce rouge, ce n'est pas la seule infox qui circule. Je vous propose de visionner un court extrait. Il n'est plus question donc de météo et de vouloir faire peur. Là, beaucoup s'emballent sur les manipulations supposées de la météo. Il est toujours question de faire peur aux gens, mais avec un autre biais. Regardez, écoutez. Oui, il fait 40 degrés en France, forcément, quand tu lâches des particules d'oxyde d'aluminium dans le ciel avec des quantités industrielles, au bout d'un moment, ça contient la chaleur et ça chauffe.
Ouais, David Chavalarias, alors c'est vrai qu'il faut dire la vérité, même nous quand on voit ces vidéos, ça fait des années que ça dure ces histoires de chemtrails, de particules d'oxyde d'aluminium, ça fonctionne à plein gaz. Oui, ça fonctionne. Et je pense que ce qui est important, c'est pour le grand public, c'est de donner une grille d'analyse de toutes ces tentatives de diversion des informations. C'est-à-dire que les climato-sceptiques, au-delà du fait qu'ils disent des fausses informations, ont un mode opératoire qui peut se reconnaître et qui peut se classer avec ce qu'on appelle les 5 D. C'est-à-dire que le premier D, c'est la désinformation, mais le deuxième D, c'est la diversion, c'est ce dont on a parlé, c'est on va parler d'autres choses, on va lancer un débat sur la clim, des choses comme ça. Le troisième D, c'est le dénigrement, on va s'attaquer aux scientifiques, on va dire quels sont ces scientifiques, qu'est-ce qu'ils font. Et puis, il y a aussi un D qui est la dissuasion. Donc, c'est ça. On va vous faire peur. On va vous dire, mais si vous essayez de lutter contre le réchauffement climatique, ça va être terrible. Vous allez tuer votre économie. Et puis, ensuite, il y a le doute. Donc, on a vu. Et donc, si vous arrivez à analyser ces discours comme ça, vous reconnaissez, en fait, les acteurs, en fait, qui utilisent cette rhétorique à plein. Mais attendez, tous les deux, il faut répondre aussi, parce qu'en même temps, si on ne répond jamais à ce que sont ces traces blanches qui intriguent beaucoup, il va falloir que vous répondiez. J'aimerais qu'on regarde, voilà, ce dôme, il est là, regardez. Voilà, en fait, en gros, il y a des avions qui circulent, on voit ces chemtrails, chemical, chimique, et ensuite, ça créerait un dôme, pic de 30 degrés, chaleur étouffante. On peut prendre une ville comme Paris, voire Philadelphie aux États-Unis. Ce sont bien entendu les désinformateurs qui disent ça. Dispersion d'aluminium. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Valérie Masson-Delmotte? C'est quoi ces traces blanches? En fait, c'est des gens qui se partagent des photos de traînées d'avions. Et les traînées d'avions, en fait, avec la combustion d'énergie fossile dans les moteurs d'avion, ça libère aussi des impuretés qui vont favoriser la formation de certains types de nuages qui ressemblent à des cirrus, en fait, les petites traînées blanches. Et donc, en fait, c'est faire croire que c'est une sorte de manipulation délibérée du climat. Moi, j'ai été très surprise la première fois que j'ai été confrontée à ça dans une réunion publique dans une petite ville en France, de voir à quel point les personnes avaient été exposées à cette désinformation-là que moi, je ne recevais pas et qui circule énormément sur Facebook, sur les réseaux sociaux. En s'appuyant sur un argument presque de bon sens, regardez ces traînées d'avions, puis ensuite, ça dérive et ça part vers une théorie fausse. Et là où c'est redoutable, c'est que quand ça se propage au moment d'événements extrêmes, c'est là où justement nous, comme scientifiques, on a des avancées considérables. On est capable de poser un diagnostic. Est-ce que l'événement extrême, c'est juste la variabilité naturelle du climat? Est-ce que ça a été rendu plus fréquent, plus intense? C'est l'émotion qui l'emporte. C'est l'émotion qui... Et donc ça joue sur ce qui est visible, les traînées d'avion, au détriment de ce qu'on ne voit pas, les émissions de gaz à effet de serre, ou qu'on ne veut pas voir, la responsabilité liée aux énergies fossiles et les transformations de société apportées. Michael Mann, on est en pleine manipulation de la part de ces désinformateurs. C'est un excellent exemple des choses qui semblent plausibles parce que les gens voient ces traînées, c'est simplement ces fumées blanches qui sortent des réacteurs des avions. Ils les voient et quand ils entendent « Ah, ce sont des produits chimiques que les gouvernements diffusent », eh bien ça va chercher dans le cerveau reptilien conspirationniste. Mais il y a des explications très simples qui peuvent être utilisées pour vraiment réduire à néant ces théories. On peut à l'avance prédire cette température extrême. Il y a des modèles où il n'y avait pas de modèle d'aluminium. Donc comment ça se fait que ces modèles... simplement, c'est de la physique atmosphérique au travail, tout simplement. Voilà, on voulait quand même vous faire réagir sur ça pour couper court effectivement à toutes ces théories qui désinforment et qui ont des conséquences, on le voit, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Vous êtes sur TV5 Monde, à vrai dire, se poursuit. Merci beaucoup Emmanuel Vincent d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour votre éclairage. Une autre invitée va nous rejoindre. Vous allez voir qu'en cette fin d'émission, nous allons ouvrir le spectre, si je puis dire. Et Éléonore Dufaux va nous rejoindre, chercheuse au sein du programme Climat, Environnement, Sécurité de l'IRIS. L'IRIS, en France, c'est l'Institut international l'Institut des relations internationales et stratégiques. Éléonore Dufaux, prenez place. Bienvenue à vous. La désinformation climatique deviendrait-elle également un enjeu de guerre informationnelle et d'ingérence? On parle d'État à État. C'est le résultat d'un rapport de mai dernier rédigé par vos soins avec Mathilde Jourde. En quoi la désinformation climatique dont on parle aujourd'hui dans cette émission devient-elle un enjeu éminemment de sécurité?
Alors, outre tous les éléments qu'on a déjà évoqués sur l'enjeu pour la science, l'enjeu pour les populations, on a essayé de regarder quelles allaient être les conséquences potentielles pour la sécurité, donc vraiment très concrètement les forces de sécurité civile et les forces armées. Et on a établi deux conséquences. La première, c'est pour la préparation des forces armées. Le manque de données climatiques pourrait entraîner un manque de préparation pour les forces armées à des territoires, à des nouvelles formes de conflits et à ces territoires qui vont être impactés par les changements climatiques. Et donc ça se traduit au niveau stratégique, mais également au niveau capacitaire, donc avec du matériel, des équipements qui vont être moins capables d'opérer dans des théâtres plus chauds. Ouais, de s'adapter. Exactement, oui. Et l'autre conséquence, c'est une conséquence opérationnelle. On en a beaucoup parlé, des interventions de secours d'urgence en cas d'événements extrêmes liés au changement climatique, les inondations, les vagues de chaleur. Les forces armées sont souvent appelées en renfort de la sécurité civile. Et en cas de désinformation, soit elles touchent les populations qui sont moins capables d'avoir les bonnes informations et donc de se protéger, ou alors elles ciblent directement les forces de sécurité civile, comme ça a eu lieu aux États-Unis lors de l'ouragan Hélène ou en Espagne lors des inondations en 2024. Ces forces ont été ciblées par la désinformation. Et l'enjeu qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir une baisse de la confiance de la population envers ces forces qui seront moins capables donc, d'agir en cas d'urgence. Alors il y a deux pays qui ressortent notamment dans votre étude. J'aimerais que vous nous en disiez un mot avec quelques chiffres, si vous en avez. Les États-Unis et la Russie, notamment sur les ingérences en Europe en matière de climat. Quelles sont-elles, ces ingérences ? Oui, on a étudié les ingérences étrangères de désinformation climatique en Europe. Donc un prisme assez précis, entre 2020 à peu près et 2026. Et on s'est rendu compte que c'était surtout donc, la Russie, avec 120 cas de désinformation climatique entre janvier 2021 et mars 2026. Donc on s'est basé sur des bases de données qui avaient déjà identifié ces cas. Et pour les États-Unis, c'est 41 cas de désinformation climatique en Europe aux mêmes dates. Et les sujets sont assez similaires. Ils attaquent surtout les politiques énergétiques et climatiques de l'Union européenne. Et également la science climatique et enfin les événements météorologiques extrêmes. Un petit aspect aussi sur la géo-ingénierie, mais en ce qui concerne les politiques énergétiques, on a compris que l'objectif derrière cette désinformation, c'est vraiment de ralentir la transition énergétique européenne, de conserver les exportations fossiles d'un côté russe et de l'autre côté états-unienne, et de préserver les intérêts des industries fossiles. Michael Nyman, sur les États-Unis, justement, on connaît le poids du gaz de schiste, notamment. On sait que les Américains en vendent beaucoup, notamment à l'Europe. Votre réaction à cette étude, Russie, États-Unis ? Yeah, I mean, oui. there is no question that we see bad Sans l'ombre state d'un actors, doute, on voit des mauvais acteurs étatiques comme l'Arabie Saoudite, la Russie, qui continuent de profiter de notre addiction aux énergies fossiles. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour bloquer une transition mondiale qui s'éloignera des énergies fossiles. Une des choses les plus importantes qu'ils ont faites, c'est de produire des fonds, de fournir des fonds. La Russie, l'Arabie Saoudite ont fourni des fonds à Elon Musk pour acheter Twitter, pour promouvoir la propagande russe, la propagande saoudienne qui vraiment attaque les énergies renouvelables. Juste un mot, David Chavalarias, parce que vous avez travaillé aussi sur ce sujet. Vous avez constaté dans votre étude que 60% des comptes des dénialistes en 2022, alors c'est pas aujourd'hui, mais tout de même, ont participé également à des propagandes pro-russes. Oui, tout à fait. En fait, quand on observe au niveau international la question de la désinformation climatique, on voit qu'il y a vraiment des connexions très fortes entre les espaces informationnels russes, américains et démocratie. Et on voit que une grande partie des comptes qui ont fait de la désinformation climatique en France, donc vers 2022 et un peu après, un peu avant, ont aussi relayé des éléments de propagande russe. Alors il faut savoir qu'en 2022, c'est pas rien, il y avait aussi le début de la guerre en Ukraine, donc grosse crise énergétique. Donc le fait de faire de la désinformation sur les thèmes climatiques rajoute un petit peu de la zizanie au sein de l'Europe et notamment de la France sur la réponse à donner à cette crise-là. Et de manière générale,
on voit que le fait de faire de la désinformation climatique par un État comme par exemple la Russie fait d'une pierre trois coups d'une certaine manière. Ça préserve leurs intérêts en tant que pays exportateur d'énergie fossile. Ça favorise aussi les partis politiques à l'intérieur des pays, notamment on a mentionné beaucoup l'extrême droite, qui en fait sont les favoris de ce genre de puissance pour accéder au pouvoir. Et puis ça affaiblit aussi les démocraties. Il faut savoir que si par exemple vous êtes dans un pays où vous avez un tiers des personnes qui sont convaincues qu'il y a une urgence à agir contre le réchauffement climatique, qui sont même prêts à descendre dans la rue, et un tiers de la population qui croit que c'est complètement idéologique, vous avez nécessairement un conflit, quelles que soient les actions du gouvernement. Et donc vous créez de la paralysie. Et donc, sur ces thèmes-là, en fait, c'est une sorte de vraiment carte très importante que peuvent jouer des États comme la Russie et maintenant les États-Unis. Et en matière de lutte contre le changement climatique, on connaît le rôle des conférences de l'ONU sur le climat, les COP. Il y a eu notamment celle historique sur le climat à Paris en 2015. Regardez ce chiffre, plus 267%. C'est la désinformation entre les mois de juillet et septembre 2025. On est juste avant la COP30 qui a eu lieu à Belém au Brésil. Belém aux portes de l'Amazonie qui subit de plein fouet l'impact du réchauffement de la planète. Hindou Imor Ibrahim, des COP, vous en avez faites, et pas qu'une, on peut le dire, on ne les compte plus. Vous étiez d'ailleurs à Belém au Brésil. Est-ce que vous sentez, vous avez constaté cette guerre de l'information qui s'immisce en amont de ces grandes conférences? Absolument. La désinformation est au-delà des frontières et surtout quand on part dans des conférences des partis comme les COP, maintenant ils sont de plus en plus. Je me rappelle à la COP 30 à Belém, on a compté le nombre de personnes qui n'ont rien à faire dans le changement climatique qui ont participé, qui sont au-delà de la participation de la société civile. Et ils sont allés sous les accréditations des États, soit party overflow, soit party. Alors, il y a même un sujet qui a été créé sur les conflits des intérêts. Donc, si on est en train de faire le pétrole ou les gaz, on n'a rien à faire dans une conférence climatique. Ce sont des lobbies. Et ce sont des lobbies. Donc, les lobbyistes sont beaucoup plus nombreux et c'est ça qui donne les désinformations. Ils ont plus d'argent et leur intérêt, on le sait, c'est de gagner du temps. Mais une année de gagner, c'est une catastrophe de plus dans le monde. Et pour autant, vous résistez, Hindou Imor Ibrahim. Je voudrais qu'on termine sur une note d'espoir cette émission. Pour la première fois, des pays, on va dire le nombre, il y en a 22, ça peut paraître peu, mais c'est tout de même un début. 22 pays ont signé la déclaration sur l'intégrité de l'information sur le changement climatique lors de cette COP de Belém en fin d'année dernière, de la COP 30. Pour vous, c'est un immense espoir ? C'est un pas de plus que ces pays-là veulent se battre contre la désinformation et veulent élever aussi la science. C'est les faits dont on a besoin. Et on doit se baser sur la vérité pour des climats, pour les actions climatiques qui peuvent sauver des vies. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus sur notre plateau. Voilà donc pour cette émission. À vrai dire, c'était le 2e numéro des informations climatiques, Péril sur la planète. N'hésitez pas à revoir aussi notre enquête reportage sur nos réseaux sociaux consacrée à l'Argentine où le déni climatique est institutionnalisé par le président Javier Milei. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur TV5 Monde avec grand plaisir.